Le Forêt, c'est avant tout une terre de paradoxes. Alors que la plupart d'entre nous ne savent même pas situer ce pays, nous en connaissons tous la religion. Allez les Verts, allez les Verts. Et nous avons tous rêvé un jour de soutenir l'équipe de Saint-Étienne dans son fameux chaudron. Ici, Geoffroy Guichard, à vous les studios. Entre plaine et moyenne montagne, le Forêt, parfois prononcé Forez, est aussi un paradis pour les randonneurs. Tu vois, hop, hop, hop. On va faire une petite descente en courant. Et un vrai concentré de patrimoine médiéval. Et on est vraiment ici dans le trésor de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château. C'est aussi dans le Forêt qu'est né l'Astrée, l'un des premiers gros succès de la littérature française. C'est vrai que c'est un roman à l'époque, c'est un vrai best-seller. C'est un petit peu le Harry Potter ou le Da Vinci Code d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Enfin, le Forêt, c'est aussi un terroir et une gastronomie incomparables. Et quand on sent, on a l'impression d'avoir la fondue savoyarde, parce qu'on a cette odeur de vin blanc de fromage. Mais en fait, c'est de la fourre. Vous verrez également que ce pays au passé admirable est aujourd'hui résolument tourné vers l'avenir. Mon but après c'est de développer le produit pour le faire connaître sur tout le territoire, pourquoi pas. Que ce soit à Saint-Étienne, Chalmazel, Chandieu, Servières ou encore Sauvin, le Forêt n'attend plus que vous. La porte d'entrée du Forêt, c'est bien sûr Saint-Étienne, ville ouvrière développée grâce à l'exploitation minière. C'est donc ici que débute notre voyage en compagnie de Jean-Luc, un cuistot-comédien spécialiste du patois local, tellement fier de son pays qu'il pense que le monde se divise en deux, les Forésiens et les autres. On va à un endroit, je ne vais pas vous dire où parce que c'est pas la peine, il suffit que je vous montre ça, vous allez comprendre où on va. Pour y rencontrer quelqu'un de fabuleux, mais on ne va pas en dire plus, vous allez le découvrir dans quelques instants. Pas besoin d'aimer le foot pour savoir que cette écharpe verte, c'est un peu la médaille de baptême de tout Stéphanois qui se respecte. Pour Jean-Luc, depuis les exploits des mythiques Verts, 10 fois champion de France, le non moins mythique chaudron de Geoffroy Guichard est devenu une étape incontournable. Bon vous avez compris, c'est pas vraiment pour mon terrain de jeu qu'on est venu ici, c'est pour le terrain de jeu de quelqu'un d'autre que je vais vous présenter, mais c'est pas peine de le présenter, tout le monde le connaît. C'est Patrick. Alors Patrick, il n'a pas tout à fait le même accent que celui du terroir ici, il en a un autre, mais avec son accent, il représente quand même les valeurs de l'esprit de notre région. Je crois qu'il le défend bien et c'est pour ça que je suis très content qu'il soit là, encore une fois. Moi aussi, même s'il fait un peu froid aujourd'hui, mais je suis très content de vous recevoir ici à Geoffroy Guichard. Bon, on l'a toujours appelé le chaudron aussi parce que derrière il y avait une usine quand on jouait les matchs qui faisait sa fameuse fumée. Et nous joueurs, on regardait la fumée pour savoir si elle nous portait bonheur ou pas. Donc vous voyez, c'est tout, ce stade a toute une histoire et c'est le poumon de la ville de Saint-Étienne. Depuis ses exploits avec les Verts dans les années 70, Patrick est resté un dieu du foot en général et de Saint-Étienne en particulier. Pour Jean-Luc, il fait donc partie du patrimoine local. C'est pour ça qu'il a voulu lui rendre un petit hommage improvisé dans les gradins. Allez, jusqu'à... Tu vois, c'est ici, regarde la vue que tu as sur le Pilat et tout, c'est magnifique. Je comprends que les journalistes, des moments, ils ne voient pas des actions. Oui, de notre côté, moi si je viens ici, c'est pas tellement pour regarder le Pilat. Oui, c'est vrai. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont de voir d'ici, hein. D'ici. Ouais. Alors la surprise, mon petit. Eh bien, voilà, je prends l'antenne, là, juste au moment où notre avant-centre, là, le grand Machuré, il est ablagé dans les barabans parce qu'il vient de se faire pétaffiner par le panneau de numéro 3 de notre équipe qui vient de lui faire il y a une saprée corbicine. D'ailleurs, il y a le rabilleur qui est à Cacasson à côté de lui, là, il est en train de le marpailler. Moi, c'est bien... Vous n'avez rien compris? Pas de panique, c'est normal. Jean-Luc est en train de commenter l'une des plus belles actions de jeu de son copain en parler gaga, c'est-à-dire en patois local. Il n'y a que tout par derrière. Et l'arbitre, eh bien, il faut croire qu'il a des piquères là pour pas avoir sorti le carton. Et le jeu revient vers nous, vers notre numéro 9. On le regarde notre numéro 9 qui part là-bas sur l'aile gauche. On lui redonne le ballon. Et vois-tu que l'autre chargé de numéro 3 qui essaie de nous enlever encore. Mais cette fois, notre numéro 9 était bien léger. Alors c'est Kinarel et c'est l'autre qui prend un bon plat cul par terre. Ça va bien le remoucher un petit peu. Et notre
les murs, les filles continuent de monter le long de la ligne de touche là-bas. Le gardien de but en face, il commence à prendre le bambou parce qu'il sait bien que notre accord, il a passé des coups dans nos éclos, il fait avec le ballon comme il sait le faire. C'est pas de la réclate qui va lui servir. Ça y est, il fait peut-être. Le ballon, il part tout par Traviole et il repique juste au dernier moment pour aller dans le coffre de l'autre tête-minette. Il peut juste laisser voler dans la bouche. Ça y est, le but y est. Un but comme on aimerait en Luc et des pleins paillants. Ça y est, d'ailleurs, on est complètement souriant à cause des bambins et des chansons des supporters qui violent. Allez, les verts, allez, les verts. Le parler gaga, c'est donc la spécialité de Jean-Luc. Sa spécialité, mais aussi et surtout sa fierté. Explication au bar roulette. En fait, un jeu de mots typique du patois local. Bonjour, salut mon grand. Tiens mon gros. Merci. Barouler ou débarouler, c'est tomber en roulant. Donc le bar roulette, ça fait un jeu de mots avec le parler stéphanois. Et ici, donc, on l'a un petit peu entendu, l'accent, Gilles, il n'en a pas honte, il a l'accent qu'il a, point barre, et il l'assume. Un accent, c'est un acte de résistance. Parce que la dernière chose qui meurt dans une langue, c'est l'accent de cette langue. Et si aujourd'hui, les gens... Alors, je vais le prendre ici. Si aujourd'hui les gens ils parlent un petit peu avec cet accent comme ça, c'est parce que les sons qu'ils utilisent pour parler le français maintenant, eh bien, ces sons, ils en avaient besoin pour parler le patois, qui était donc un patois franco-provençal ici. Et en plus, c'est porteur de toute l'histoire. C'est une fierté. Voilà, Allez, à plus. Allez, messieurs. Heureusement, inutile de maîtriser le gaga dans le texte pour profiter des joies du forêt, au premier rang desquelles la randonnée, été comme hiver. Exemple dans la charmante station de Chalmazel, à plus de 1600 mètres d'altitude. Passionnée de rando, notre deuxième guide, Anne-Marie, s'apprête justement à y donner un petit cours d'initiation à la marche en raquette. C'est à peu près... C'est parti. D'1 à 3 heures, les balades d'Anne-Marie dans les monts du Forêt sont accessibles à tous. Pour monter cette petite côte, il faut planter la pointe du pied parce qu'il y a des crampons et décoller le talon. Et quand c'est plus long, en fait, on met les cales de montée, mais quand c'est pas très long, voilà. Le plaisir d'Anne-Marie, c'est de partager son amour de la montagne. En forêt, on a très peu de chances de voir des animaux. On voit seulement des traces parce que d'une part, on n'évolue pas assez vite en raquette et puis, mine de rien, on fait du bruit avec nos raquettes. Donc ici, on voit une trace d'écureuil. Les deux pattes de derrière qui sont assez grosses sont devant et les deux pattes de devant qui sont plus fines sont derrière. Parce que... Quel type d'animaux t'arrives à voir comme ça? Donc il y a un chevreuil, on a de l'écureuil, du lièvre, du sanglier. Voilà. Donc là c'est du chevreuil, ici là. On voit les sabots. Moi je cherche à faire découvrir à la fois un environnement et puis le plaisir du sport plein air et du sport relativement accessible à tout le monde. Voilà. Ouais. C'est à la fois accessible à tout le monde et puis on peut y donner un peu le degré de difficulté en fonction du public. Il y en a qui aiment courir, donc voilà. Et des fois j'ai des pompiers qui sont venus, on a couru parce qu'ils voulaient se faire mal. Les enfants, ils aiment plutôt jouer, sauter quand il y a beaucoup de neige accumulée, voilà. En fait, il faut s'appuyer avec le talon à l'arrière, tu vois, pour que l'arrière tienne, tu vois. Hop, hop, hop. On va faire une petite descente en courant. Autre avantage des monts du Forêt, les sentiers sont suffisamment bien balisés pour se promener en toute sécurité. Maintenant qu'elles sont initiées à la marche en raquette, ces deux jeunes femmes sont donc fin prêtes pour revenir se balader en famille ou avec des amis. Voilà, donc si vous souhaitez randonner en raquette en autonomie, il y a 3 circuits qui sont proposés sur la station de Chalmazel. Le circuit renard, chevreuil et écureuil, en fonction de la difficulté. Okay. D'accord. Voilà.
Son métier de guide, Anne-Marie l'adore. Mais ce n'est que l'une de ses nombreuses activités. En fait, la jeune femme est avant tout agricultrice. Sa ferme se trouve d'ailleurs tout près de la station de Chalmazel. Un petit havre de paix qu'elle ne quitterait pour rien au monde. Mon métier me plaît et je voulais surtout l'exercer dans les Monts du Forêt, pas voilà, dans ma région parce que je l'aime, j'aime les gens qui sont ici et puis aussi j'avais cette envie aussi de développer aussi l'agriculture d'une autre manière et puis de faire le lien entre tout ça, quoi. En clair, Anne-Marie est une adepte de l'agriculture raisonnée. Que ce soit avec ses oies, ses vaches, ses cochons ou ses poules, elle refuse de céder aux sirènes de l'élevage intensif. Du coup, il lui faut trouver d'autres sources de revenus. C'est pour le 9 février, vous êtes 30-35. C'est que des adultes? C'est des sportifs ou c'est... Ok, et vous arrivez à quelle heure? Pour continuer à vivre ici, Anne-Marie s'est donc transformée en vrai chef d'entreprise multicarte. Toujours fidèle à sa philosophie de partage, notre guide éleveuse a ainsi transformé une partie de la ferme familiale en gîte rural. Alors pourquoi un gîte? C'est un peu pour utiliser ce bâtiment qui était notre ancienne habitation. Et puis c'est aussi pour faire la rencontre, toujours dans la même démarche, avoir de l'échange avec des gens qui ne sont pas forcément agriculteurs, qui ne sont pas forcément de la campagne, qui n'ont pas forcément nos mêmes idées. Il faut créer de l'échange. Cet échange, c'est aussi grâce aux produits du terroir qu'il s'opère. Lorsqu'elle part en randonnée ou qu'elle reçoit des groupes dans son gîte, Anne-Marie est fière de leur faire goûter les 1000 petites douceurs qui se cachent derrière ce décor de montagne et de plaine encore très sauvage. C'est pour ça qu'elle a voulu nous faire découvrir la ferme de sa copine Stéphanie, un peu plus bas dans la vallée. Voilà, donc Stéphanie habite ici, au Gour. Salut! Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va, ouais. Ouais. Stéphanie élève un troupeau de 25 biquettes. Mais contrairement à Anne-Marie, elle n'est pas née dans la région. Et ça, c'est évidemment un choix de vie qui touche beaucoup notre guide. En fait, tu ne m'as jamais expliqué pourquoi tu t'étais installée à Sauvin. Ouais, je suis tombée amoureuse du coin en fait. Parce que je viens des Monts du Lyonnais juste avant. Et puis là-bas, c'est pas du tout, voilà, il n'y a pas ce côté un peu sauvage, un peu. Voilà, il y a une densité de population qui est différente. Donc moi, ça me plaît, là, l'idée d'être un peu seule. Il y a les plateaux aussi qui créent ça, cette idée de grandeur. Et puis ouais, les gens sont vraiment sympas. Moi, je vous adore tous, là, les gens du coin. Et c'est un vrai bonheur. Ouais. Non, je ne repartirai pas. Autrement dit, Stéphanie est la preuve vivante que les traditions rurales du Forêt ne sont pas condamnées à disparaître. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, que notre guide militante voulait nous la faire rencontrer. Moi, je crois beaucoup à des néo-ruraux qui ont plus cette philosophie, finalement, que des gens du terroir qui ont perdu espoir ou alors qui sont dans des concepts très classiques. Ouais, très classiques. Avec ses 25 biquettes élevées dans le strict respect des règles bio, Stéphanie produit plusieurs variétés de fromage de chèvre qu'elle vend sur les marchés ou dans des associations qui regroupent des producteurs locaux. Ces fromages blancs, tu veux les utiliser en frais ou tu les fais sécher? Non, là, ils vont partir ils vont être affinés. Donc, ils restent là comme ça un jour en moule. Je vais les tourner deux fois dans la journée. Et puis après, demain matin, je vais les démouler. Après-demain, je vais les saler. 25 chèvres, ça paraît peu. Mais chaque année, c'est tout de même 14 000 litres de lait que Stéphanie transforme en fromage. Donc ceux-là, ils sont consommés soit en frais, enfin le reste de l'année, hein, soit en frais, soit en sec. Donc s'ils sont secs, si je veux les vendre secs, je les laisse tout le temps dans le séchoir. Soit affinés. Donc j'essaye de faire des fromages crémeux. On va en voir, j'en ai dans le frigo. Ah mais c'est Adèle? Oui. Bah viens, je vais lui dire de rentrer. Ouais. Viens. Donc je prends des fromages. Adèle, c'est la petite fille de Stéphanie. Bonjour Adèle. Tiens, voilà, je t'amène ce qui me reste.
Donc ça c'est le gabi, ça c'est le rond crémeux, ça c'est les briques donc sèches après, Ouais, ou d'accord. briques. Ça c'est le pavé au cidre. L'emballage des petits trésors de maman, c'est la chasse gardée d'Adèle. Merci Adèle. Bon, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Laissons Anne-Marie dans sa montagne et descendons encore plus bas dans la plaine du Forêt. Ces fortifications tout en rondeur sont celles du village médiéval de Chandieu, où nous avons rendez-vous avec Sylvie, notre troisième guide. Ingénieure de formation et prof dans un lycée agricole, Sylvie est surtout une inconditionnelle du Forêt et de son patrimoine architectural. Voilà, on est à Chandieu. J'avais envie de vous emmener voir ce village de caractère parce qu'il est vraiment particulier. Il y a une construction en rond et ça mérite le détour. Il est classé et on va voir Marie Rondel qui va nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'on peut y trouver comme patrimoine. Puis il y a un prieuré avec une crypte qui recèle plein de mystères. Mais bon, je vais laisser Marie présenter. Marie, c'est la guide de l'Office du tourisme de Chandieu. Le plus intéressant dans cette église romane, ça va être ses chapiteaux. On en a deux jolis exemples ici sur le portail. On a presque une centaine de chapiteaux, mais il y en a une dizaine qui sont comme une bande dessinée qui explique la purification du pèlerin qui venait faire comme ça un pèlerinage dans l'église de Chandieu. Et donc cette petite sirène-là, elle est très, très jolie, mais elle signifiait surtout au niveau de la symbolique le danger de la tentation. Donc elle disait, ouh, le pèlerin il a fait des bêtises, il faut qu'il se purifie. Donc il faut vite qu'on rentre. Voilà, voir la suite de l'histoire. Située sur la route de Cluny, Chandieu fut une étape incontournable du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui contribua largement à sa prospérité. Cette richesse suscita bien sûr des convoitises, c'est pourquoi sa splendide église romane et son prieuré furent ceinturés d'une épaisse fortification dès le XIVe siècle. Mais si l'édifice vaut particulièrement le détour aujourd'hui, c'est surtout pour sa crypte et ses légendes. Ah oui. Tu sais que je t'ai jamais venue dans la crypte. Celle-là, c'est chouette, dis donc. Hein. Et quand on arrive, du coup, la plupart des gens font « waouh ». Ouais, oui, on peut. Jusqu'à la Révolution, cette crypte abritait les reliques d'un martyr du XIIe siècle. Mais cette statue de la Vierge Marie en version bébé n'a rien à voir puisqu'elle date, elle, du XIXe siècle. De toute façon, peu importe, le lieu était surtout connu pour être une vraie machine à laver les péchés. Donc le pèlerin descendant par le côté nord, le côté du mal, remontait ensuite par un deuxième escalier, côté sud, le côté du bien, puisqu'il s'était purifié face aux reliques. D'accord. Bon, et nous on est purifiés, ça y est? On va dire que oui, même si on n'a plus les reliques. Alors c'est bon, on va continuer du bon côté alors. Et là, donc c'est le côté sud. Le côté du bien. D'accord, le côté du bien. L'honneur. Oh là là, c'est magnifique. C'est le bruit des péchés fermés dans l'église. Ah, on a fermé les péchés dans l'église? Voilà. Ouh. On est tranquille, on est purifié. Bon. Une fois purifiée, Sylvie reprend aussitôt le volant pour nous conduire jusqu'à une autre petite perle architecturale du Forêt. Alors là, on est parti pour l'abbatier d'Urfé. Moi, j'y suis attachée à l'abbatier parce que il est au cœur un petit peu d'un roman. C'est un roman pastoral qui a été écrit en 1607 par Honoré d'Urfé, qui s'appelle L'Astrée. Et ici, on est dans le pays d'Astrée, d'ailleurs. C'est un roman qui décrit le Forêt un peu comme un pays utopique. Voilà, et quelque part, on a envie d'y croire, encore aujourd'hui. Bon, mais n'allons pas trop vite quand même, car ce n'est pas à l'écrivain Honoré d'Urfé que l'on doit ce superbe domaine de la Renaissance, mais à son grand-père, Claude. Explication avec Sandrine, la médiatrice du lieu. Bonjour. Ça va? Ça va? Conseiller de François Ier, Claude d'Urfé eut la chance de beaucoup voyager et s'inspira de ce qu'il avait vu de par le monde pour décorer sa demeure. Exemple à l'entrée, avec ce sphinx censé protéger le savoir du maître des lieux, c'est-à-dire l'accès à sa bibliothèque. L'ensemble est un rien pompeux, mais c'est l'époque qui voulait ça. C'est pour la même raison que, bizarrement, l'accès ne fut pas conçu
pour les piétons. Même si à l'époque, cela devait être quand même très compliqué, parce qu'en réalité, la rampe, tu vois, elle est bien pentue quand même. Oui, purée. Bien assez pentue. Il fallait s'agripper. Il fallait s'agripper. Donc on parle d'une rampe cavalière, mais est-ce qu'elle a vraiment servi? C'est plus difficile à dire. Mais l'idée, c'est qu'on arrivait directement à cheval sur la galerie pour épater la galerie. Parce que c'est tout de même plus prestigieux et moins fatigant d'arriver directement à cheval plutôt qu'à pied. On va rentrer Ce goût pour la pompe se retrouve évidemment à l'intérieur du château, notamment dans la chambre à coucher du maître. Une pièce maîtresse, sans mauvais jeu de mots. Dans le château de Plaisance. Oui, ça gagne. Alors c'est vrai qu'il y a assez peu de pièces dans le château, parce que c'est un petit château, mais en fait c'est un château assez intime, avec de belles pièces, avec de belles proportions, et notamment cette chambre, c'est la chambre de Claude Durfé. Ah oui. La chambre au XVIe siècle, c'est pas du tout une pièce intime, privée comme aujourd'hui, c'est limite un lieu public. Hein. On fait tout dans cette chambre, ce qui explique quand même la dimension très importante de la pièce. La cheminée. Oui, et quelques éléments intéressants d'origine, le lit de Claude Durfé qu'on a conservé du XVIe siècle. L'idée c'est que la nuit on ferme les rideaux pour isoler du froid. On ouvre le jour pour recevoir. La chambre, c'est la chambre d'apparat. Et Claude reçoit couché sur son lit avec le coude posé, comme à la mode des Romains. Parce que nous sommes à la Renaissance, cette redécouverte de l'Antiquité qui apparaissait comme une époque assez extraordinaire et qu'à la Renaissance, on a voulu pas copier, mais redécouvrir parce que c'était la période un petit peu idéale. Malheureusement, comme dans tous les châteaux de cette époque, toutes les pièces ne sont pas aussi bien conservées, notamment la fameuse bibliothèque que le Sphinx était pourtant censé protéger. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais nous sommes dans la bibliothèque de Claude Durfé. D'accord. C'est vrai que normalement dans la bibliothèque, il y a des livres. Malheureusement, la bibliothèque a été vendue, mais à l'époque, Claude Durfé possède 4600 ouvrages, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. En fait, le seul livre qui se trouve aujourd'hui encore dans le château, c'est l'Astrée, le fameux roman écrit par Honoré, le petit-fils de Claude. L'un des premiers best-sellers de la littérature française et accessoirement un sacré pavé. C'est vrai que c'est un roman assez exceptionnel, aujourd'hui un peu oublié, pourtant à l'époque c'est un vrai best-seller. C'est un petit peu le Harry Potter ou le Da Vinci Code d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Et c'est surtout le premier roman de la littérature française et le premier roman d'amour fleuve, parce qu'à l'origine, il y a tout de même 5399 pages. Aujourd'hui, la grande pièce d'apparat du château est entièrement dédiée à ce roman malheureusement tombé dans l'oubli. Chacune de ces tapisseries richement ornées représente une scénette du livre, preuve qu'il rapporta une belle fortune à son auteur. Mais revenons au château de Claude, le grand-père, car c'est au rez-de-chaussée que se trouve la pièce la plus inattendue du site. Alors la grotte, c'est une pièce unique en France et c'est surtout la seule grotte de la Renaissance qui existe encore en France. Il y a encore quelques exemples en Italie, mais en France, c'est la seule grotte qui existe, qui subsiste. Notre Claude Durfé l'a vue en Italie, mais en général au fond des jardins. Lui, il a eu l'idée de la mettre à l'intérieur du château, c'est tout à fait symbolique et représentatif de sa personnalité. Décor mythologique réalisé avec des coquillages, des galets et des mosaïques. Effectivement, vous ne verrez pas ça chez tout le monde. Même à l'époque, on pouvait difficilement faire plus bling-bling. On parle ici de grottes, parce qu'évidemment, on a des stalactites qui sont de vrais stalactites, pris pas très loin en Auvergne, rapportés ici et collés sur les murs avec une espèce de mortier. En Italie, on retrouve cette idée de salle de fraîcheur et Claude Durfé s'en a inspiré parce que dans les stalactites, dans les personnages et puis au sol quand on marchait, on avait des petits jets d'eau qui jaillissaient. Mais lorsqu'on entrait dans les pièces, nous étions arrosés, nous étions purifiés avant de rentrer dans la chapelle. C'est pour cela que la grotte est située à l'intérieur du château et non pas dans le jardin. Claude Durfé a voulu juxtaposer la grotte et la chapelle. C'est vraiment symbolique de cette idée de purification avant de s'élever vers la chapelle. D'accord, d'ailleurs, il y a 3 Pour la seconde fois dans la même journée, Sylvie va donc se faire purifier, rien que pour vous. C'est vraiment ce passage au monde sacré jusqu'à la chapelle. Passage au monde sacré dans la chapelle, qui est une chapelle assez unique en France, notamment grâce à cette voûte de caisson en stuc garnie d'or et d'azur. La voûte a 450 ans et n'a jamais été restaurée, incroyablement conservée. Toutes ces visites, c'est bien, mais ça creuse. C'est donc le moment de quitter Sylvie et ses merveilles architecturales afin de nous intéresser de plus près à la gastronomie forésienne.
Pour ça, nous nous rendons à la Grignetière de Jérôme, un inconditionnel des produits du terroir en général. Donc tout ce qui est légumes et fait maison. Et surtout de la célèbre fourme de Montbrison en particulier. Et on va laisser fondre la fourme doucement et ça va faire notre sauce à la fourme qu'on servira avec le poisson. Mets-moi dans un petit gastro là, laisse-les pas sur la plaque. Et au départ, on a commencé du menu du jour avec une cuisine très traditionnelle. Et au fil des années, ça fait 17 ans qu'on est là, on a fait évoluer notre cuisine un peu plus gastronomique, essayer de faire des plats un peu plus travaillés. Et surtout, on a appris la région, on a appris à connaître leurs produits. Et on a essayé de mettre en avant les produits ligériens, les produits du forêt. Donc on coupe le filet de cendre juste en deux. Exemple avec sa recette de filet de cendre aux graines de sésame et de pavot, le tout assaisonné de fourme fondue bien sûr. Et quand on sent, on a l'impression d'avoir la fondue savoyarde parce qu'on a cette odeur de vin blanc de fromage. Mais en fait, c'est de la fourme. Donc tu vois, le beurre commence juste à être noisette. Après, on met un peu de couleur avec les pommes de terre. On va mettre les 2 petites courges, mais on va les farcir à la ratatouille. Et voilà, il ne reste plus qu'à déposer les filets pochés dans le beurre. Et ce délicieux plat tout en couleur sera fin prêt pour être dégusté en salle. Non. En fait, Jérôme n'est pas seulement passionné par les produits du terroir qu'il cuisine, c'est aussi un grand militant du savoir-faire artisanal forésien. Démonstration chez l'un de ses fournisseurs. Là, on va au Moulin des Maçons, donc, qui fabrique des huiles. Il fait de l'huile de colza grillée, il fait de l'huile de noix. Et c'est vrai que le côté artisanal de la fabrication est assez intéressant. Ce hameau abrite le dernier moulin en activité sur la soixantaine que l'on recensait autrefois dans le Forêt. Bâti au XIIIe siècle, le Moulin des Maçons produisait alors de la farine. Mais aujourd'hui, 2 associés ont eu l'idée de le reconvertir en pressoir à huile, de noix, de noisettes et de colza. Bonjour. Je te présente Jean-Yves, tu ne connaissais pas? Jérôme est un grand amateur de toutes ces huiles produites à l'ancienne pour agrémenter ses recettes. Mais c'est la première fois qu'il visite le moulin. Et Jean-Yves est justement en train de torréfier de la mouture de colza. Tu vois, il est en train de... Là, c'est l'opération pour griller le colza, qui, lorsqu'il aura changé de couleur, qui sera devenu de la couleur du caramel, eh bien, va nous donner cette huile si bonne que tu là, on commence à avoir un parfum qui est agréable. Là. Donc là, il faut combien de temps, en fait, pour... 25 minutes environ. Et c'est là que va se déterminer la qualité de l'huile. Parce qu'il n'y a pas d'instrument de mesure, là. C'est que le savoir-faire. Uniquement avec le savoir-faire qu'on arrive à faire l'huile. Mais avant cette torréfaction du colza, il faut d'abord écraser les graines. Et ça, c'est le boulot de l'ancienne meule à farine du moulin. Et ça tombe dans la caisse. Une meule qui tourne toujours de la même façon depuis des centaines d'années, c'est-à-dire grâce à la force motrice de la rivière qui coule en contrebas. Une force qu'il faut encore démultiplier grâce à toutes ces courroies de transmission sans lesquelles il serait impossible de faire bouger l'énorme masse de la meule. La meule, elle fait quel poids? La meule, elle fait pas tout à fait une tonne, entre 950 kilos et une tonne. Et donc là, tu laisses tourner combien de temps avec la roue? Alors, on ne chronomètre pas, on n'a pas de pendule ici. Ouais. Donc, on a l'habitude de dire un certain temps à nos visiteurs parce que c'est suivant comme la mouture devient. Hein? Je sais pas, ça doit faire 5-10 minutes à peu près. D'accord. Pour que l'huile soit très bonne, il faut que la mouture soit assez fine. D'ailleurs, si tu fais comme ça, tu sens que c'est gras. Hein? Ben, on ne dirait pas que c'est gras. Non, c'est vrai, quand on voit la graine, on ne se rend pas compte. Pendant qu'André nous expliquait le fonctionnement de la meule, la torréfaction de la mouture de colza est arrivée à point. C'est le moment de passer à l'étape finale. Là, on est pratiquement bon. On voit bien, il a changé de couleur par rapport à tout à l'heure. On va pouvoir le mettre dans la presse. Cette presse, dedans, on a mis des toiles là, qui servent de filtre. On les appelle des scourtins.
Le rôle, c'est de garder la matière et de laisser passer l'huile. Là encore, tout se fait à la main ou presque. Un bon coup de presse sur la mouture torréfiée et l'huile artisanale de Jean-Yves et d'André sera presque prête à être consommée. Ah ben la voilà l'huile. Voilà. Tu peux la goûter, hein. Ici on retrouve bien ce goût de grillé, ça. Et après tu la filtres l'huile ou tu Ah la... non. Alors, on fabrique des huiles vierges. Ouais. L'huile vierge, on peut la filtrer. Ouais. Ou bien alors, il y a la manière physique et la décantation. La décantation. Alors ici, ça s'est toujours fait comme ça, puis ça ne demande pas trop de peine. Hein. Ouais. Il suffit de l'oublier pendant au minimum une dizaine de jours. Toutes les impuretés, les petits morceaux de colza vont descendre dans le fond. Et nous, on aura une huile parfaitement limpide. Qu'est-ce que tu en penses? Après le moulin des maçons, Jérôme a encore des choses à nous faire découvrir. En attendant, nous retrouvons Sylvie, notre groupie du patrimoine architectural forésien, qui tient à nous faire découvrir Saint-Bonnet-le-Château, un autre village médiéval dominé par cette magnifique collégiale. Mais pour cette visite, elle va avoir besoin d'un petit coup de main. Voilà, alors je suis avec Marie Gallienne, qui travaille au Pays d'Art et d'Histoire du Forêt. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on est toutes les deux dans le même territoire, le Forêt, mais pour l'occasion, ça me fait découvrir une partie sud que moi je fréquente pas beaucoup. Heureusement donc, Marie est une spécialiste de l'histoire de cette collégiale. Une double donation, mais bon, par rapport à la taille du Au village. XIVe, XVe siècle, il y a un grand itinéraire commercial qui passe par Saint-Bonnet. C'est celui qui relie Lyon à Toulouse en passant par le Puy-en-Velay. D'accord. Donc voilà, à la fin du Moyen-Âge, Saint-Bonnet-le-Château, ça se développe beaucoup. Ça se développe autour du cuir, autour du travail du textile et surtout autour du travail du fer, qui va être très important ici à Saint-Bonnet. Donc beaucoup d'ateliers, Voilà. et j'imagine certaines richesses, parce que quand même la collégiale, Voilà. par rapport au village, elle est énorme, quoi. C'est ça, la collégiale, elle est énorme et c'est voulu ça. C'est vraiment les bourgeois de la ville qui ont voulu avoir une église à la mesure du statut qu'acquiert la ville au XIVe, XVe siècle. La collégiale contient aujourd'hui encore quelques traces de cet artisanat développé autour du travail du fer. Donc ce que je voulais te montrer, ça se trouve juste ici. Ouais. Ah oui, dis donc, une Voilà, serrure un c'est peu cette particulière. serrure ici. Donc là, on est sur la porte qui donne sur la sacristie. Une porte du 15e qui a conservé sa serrure. Donc là, on a une technique spéciale qui s'appelle en orbevoie, c'est-à-dire qu'on sculptait deux plaques différentes de fer, qu'on superposait l'une sur l'autre pour avoir ces impressions de relief que tu vois ici. Et juste de l'autre côté de la nef se trouve une autre merveille. Là, on est dans la bibliothèque, alors. Voilà. Waouh. Une bibliothèque qui, à la base, était bien plus fournie que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais il nous reste quand même de très beaux documents. D'accord. Donc, je vais te proposer de t'en montrer On peut les regarder quelques-uns. Ah, mais fais qu'attention, tu prends les gants. Eh bien oui, parce qu'on est ici face à des documents anciens, donc qui ne se manipulent pas n'importe comment et surtout qui ne se manipulent pas à main nue. Donc, qui est un officium, qui est un livre de chant. Oui, parce que là, tu me disais tout à l'heure que les prêtres qui étaient là devaient savoir chanter ou C'est faire de la ça. musique. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Donc tu vois qu'il y a une très belle lettre enluminée et puis qu'il y a une partition de musique. Je vois, ça me rappelle tu des vois choses. Avec des notes qui ne sont plus celles comme on les dessine aujourd'hui, Ouais. mais qui sont bien des notes telles qu'on les dessinait au Moyen-Âge. Petit carré. C'est Voilà, rigolo, ça. c'est ça. Et je voulais aussi te montrer la reliure de ce livre-là. Oh, dis donc. En cuir? Voilà, en cuir. Sur le plat de cette reliure-là, on a quand même un très bel exemple de l'artisanat du cuir et du fer. Wow. Mais Sylvie n'a encore rien vu, car la bibliothèque possède également des manuscrits appelés incunables. Incunable. Incunables, c'est les livres qui ont été imprimés avant l'imprimerie. D'accord, ah oui. Voilà. Je vais surtout te montrer celui-là. Et alors, comment on faisait si on n'avait pas encore les imprimeries comme on avait ensuite? Alors, on avait les caractères gravés, et puis on les Sous forme de tampons? Voilà, et on les posait les uns après les autres. D'accord.
À elle seule, cette bibliothèque vaut donc la visite. Mais c'est pourtant loin d'être le seul bijou de cette collégiale. Admirez plutôt la qualité de ses fresques. Là, on est sous le cœur de l'église où on était il y a un instant. Oui. Et on est vraiment ici dans le trésor de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château. Ces fresques datent du XVe siècle. Il est rarissime d'en trouver de cette époque dans un état aussi exceptionnel. Au niveau des personnages qui sont représentés, tu vois, au niveau des vêtements. Ah oui, donc on dirait du Moyen-Âge. Eh bien, exactement. On est vraiment dans tous les petits détails sur l'époque à laquelle ont été réalisées ces peintures, début du XVe siècle à peu près. Donc au niveau des vêtements et puis au niveau des intérieurs des maisons, oui, c'est très net. On est dans cette époque-là. Enfin, petit bonus de cette visite en exclusivité pour Campagne TV, ces incroyables images d'une quarantaine de momies retrouvées sous l'édifice. Le public ne peut malheureusement plus les voir aujourd'hui car il fallait les préserver dans une atmosphère étanche. On ne sait pratiquement rien sur les raisons de leur présence. On suppose seulement qu'il pourrait s'agir d'une lignée de notables qui déboursa beaucoup d'argent pour embellir la collégiale. De retour dans les monts du Forêt, Sylvie nous propose une dernière visite. Mais cette fois, pas de basilique ou de château en vue, c'est dans une simple maison que ça se passe. Ça y est, tu viens enfin découvrir les grenadières. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Depuis le 19e siècle, Servières est la capitale nationale des broderies au fil d'or, très vite surnommées les grenadières. D'autres choses, c'est ces fameuses pièces qui s'appellent donc des grenades, qui ont été créées par Napoléon Bonaparte et qui donc représentent la munition éclatée et qui sont donc l'origine des noms des grenadières puisque c'est les pièces qu'elles ont brodées en très grande quantité dès le départ. Pendant des décennies, tous les uniformes des corps constituants de l'Empire, de la Restauration ou des 5 républiques sont passés par les petites mains des brodeuses de ce village, y compris certains costumes parmi les plus prestigieux, comme ceux de l'Académie française. C'est une réplique du costume d'Henri Verneuil, cinéaste, académicien. Il faut savoir que l'académicien a des broderies, donc feuilles d'olivier avec des olives, une quantité plus ou moins importante. Et donc ce genre de travail, une fois que tout est défini chez le maître tailleur, c'est envoyé à une grenadière qui va mettre 3 mois et demi à 4 mois environ pour réaliser ce costume. Et c'est une seule personne qui le brode pour éviter justement la différence de coloris au point de vue et de technique, que son point soit bien toujours le même. Mais comment brode-t-on ces fameux fils d'or fabriqués dans des entreprises spécialisées? Démonstration avec Martine. Je vais me mettre en place parce que donc ça c'est les métiers anciens des grenadières. On essaye toujours de travailler à l'ancienne ici puisque après tout c'est quand même un musée qui parle de savoir-faire. Le plus important c'est de réussir à l'enfiler et donc de réaliser aussi ta pièce en le mettant comme il faut. Et donc tu repiques d'un côté et de l'autre et il faut que ça réussisse à recouvrir le carton correctement avec ton aiguille. Et tu recommences éternellement le même geste en faisant des décorations. Le fil d'or se présente donc sous la forme d'un mini-tube qu'il faut découper au millimètre près en fonction des besoins. Puis on le coud en passant une aiguille avec du fil traditionnel au milieu. Sur des pièces comme on a en bas, ça pouvait représenter certaines une centaine d'heures de travail au point de vue des réalisations. Donc certaines brodeuses travaillaient, étaient payées déjà à la pièce. Donc il fallait réussir aussi à gagner sa vie correctement. Donc elles pouvaient rester très très longtemps sur leur métier qui était fait sur leur mesure pour éviter des problèmes de dos, etc. surtout. Mais enfin bon, elles avaient toujours une main dessus, une main en dessous. Moi, malheureusement, je ne suis pas très adroite pour ça, donc je triche un peu. Alors, si vous vous sentez l'âme d'une brodeuse, mais que vous n'avez pas les moyens de vous payer du fil d'or, vous pouvez toujours vous entraîner avec du fil plastique de Scooby-Doo, par exemple. Puisque nous sommes dans la tradition, c'est le moment de retrouver Jérôme, notre chef inconditionnel de la Fourme,
va s'offrir un petit plaisir dont il rêvait depuis longtemps dans sa cuisine, visiter le musée officiel de la fourme à Sauvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jérôme? Je suis Jérôme, Eh bien, oui. écoutez, bienvenue à Sauvin. Dans le Forêt, la fourme, c'était d'abord un art de vivre. C'est pourquoi le musée commence logiquement par la présentation d'un intérieur typiquement forésien. Alors d'ailleurs, le lit des parents, il y a également le berceau et de quoi... De quoi bercer. De quoi bercer le petit dernier, voilà. Et puis tu remarqueras une chose, c'est que ces lits sont pas très grands. C'est qu'on n'aimait pas trop dormir totalement allongé, parce que c'est un peu le symbole de la mort. Ou aussi, les gens avaient un peu des problèmes de respiration, d'asthme et tout ça, donc ils dormaient un peu plus assis, voilà. Mais c'est dans la jasserie, l'étable attenante à la maison, que l'on produisait le fameux fromage. Ici, la jasserie a été reconstituée dans la cave de la maison. Les vaches étaient traites 3 fois par jour, midi, soir et matin. Et tout cela était réchauffé à une température autour de 30 degrés. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de fourme? Le nom de fourme vient du nom de sémoule, du nom grec, du nom latin, formos, forma. Notre fromage, après qu'il ait été mis dans ses faisselles et dans ses formes, pour qu'il garde sa consistance, il était mis dans l'étable au-dessus des vaches sur des chenaux pendant une 8aine de jours. Et pour ces chenaux, il y a un bois particulier? Oui, c'est un bois résineux. Et entre autres, ça contribue à lui donner sa couleur, sa Ouais, belle couleur. Voilà, Voilà. jaune, ça Alors, vient du regardez bois, dans oui, l'étable au-dessus des vaches, vous voyez ces fourmes blanches qui sont en train de ressuyer. Elles étaient tournées plusieurs fois par jour pour pas qu'elles se balisent. Et en bout, vous aviez une fourme factice en bois pour que justement le talon reste bien droit. Voilà. Alors une fois que la fourme était suffisamment consistante, elle était mise à sécher, à s'affiner dans la cave. Vous constatez qu'elle ressemble tout à fait aux fourmes fermières d'antan. Hein, donc il y a des fourmes blanches qui sont en cave depuis peu de temps, et puis des fourmes déjà qui ont pris... On voit, elles prennent leur couleur orangée. Ah, exactement, exactement. Ce retour dans le passé est certes passionnant, mais il ne faudrait surtout pas en conclure que la région n'est plus qu'un vaste musée. Souvenez-vous, prouver que le Forêt est aussi un pays d'avenir, c'est justement le combat quotidien d'Anne-Marie, notre guide éleveuse. Donc là, on se dirige vers 10 ans pour rencontrer M. Éric Soubéran, qui vient de reprendre l'ancienne fromagerie Forêt-Fourme. C'est important pour moi de parler de lui parce que c'est l'avenir de beaucoup d'agriculteurs sur le secteur et puis aussi de salariés qui travailleront au sein de sa fromagerie. En fait, 26 producteurs comme Anne-Marie comptent sur cette entreprise renaissante pour écouler 2,5 millions de litres de lait par an. Tous leurs espoirs reposent sur le pari du nouveau patron, revenir à une fourme plus authentique. J'ai entendu dire que vous vouliez faire de la fourme au lait cru? Oui, voilà. Le but pour moi, c'est de sortir un petit peu de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire beaucoup de lait pasteurisé, pour travailler justement sur un produit encore plus terroir, comme ça devrait se travailler. Voilà, un fromage sur des petits volumes comme ça devrait, pour moi, c'est mon avis, être travaillé comme ça au lait cru, quoi. L'entreprise bénéficie déjà de l'appellation d'origine contrôlée, ce qui signifie que tout le lait récolté ici a été produit à plus de 700 mètres d'altitude. Mais ce n'est évidemment pas le seul secret de fabrication d'une vraie fourme du terroir. C'est ce qui est typique de la fourme de Montbrison, c'est que le salage de la fourme de Montbrison se fait dans la masse du fromage. Ce qui est très rare, il y a très peu de fromages qui font ça, il y a le Cantal, il y a le Salaire et la fourme de Montbrison. Donc on rebroie le gros gâteau de fromage qu'on a fait et on met du sel à l'intérieur et ensuite c'est moulé. L'entreprise produit ainsi quelques 120 000 fourmes par an, un chiffre qui paraît astronomique, et pourtant, modernité ou pas, les principes de base de la tradition d'antan sont toujours respectés. Après avoir été moulés, on les laisse toute une nuit dans des moules, on les démoule, on ressale un petit peu en surface les fromages et on les met dans ces chenaux qui sont en bois. Tous les jours, on les retourne d'un quart de tour et on y met un peu de sel. Quand on a fait un tour complet, on arrête de mettre du sel, mais on continue à les faire tourner d'un quart de tour. Voilà. Il reste une semaine. 8 jours, voilà. 8 jours ici.
Et après, on les met sur des planches, on les redresse, elles sont droites. Et là, ça part en cave. Beaucoup moins, Comme le prouve la reprise de cette fromagerie, le Forêt est donc aussi une terre d'ambition. Mon but après, c'est de développer le produit pour le faire connaître déjà dans la région Rhône-Alpes. Et ensuite, si on peut le faire connaître un peu plus loin sur tout le territoire, pourquoi pas. Tout ça va évidemment demander des efforts, beaucoup d'efforts. Heureusement, Jean-Luc, notre Mister Gaga stéphanois, spécialiste du patois local, connaît pas mal de lieux de réconfort. Alors là maintenant, je vais vous emmener découvrir un sport typique de la région. Ça ne se pratique plus que dans la région ici. Allez, on va découvrir ça. Ce jeu si mystérieux, c'est la sarbacane. Comme quoi, inutile d'aller transpirer dans la mangrove amazonienne pour vivre des émotions fortes. Il y a déjà tout ce qu'il faut à Saint-Étienne. Bonjour Monsieur Jean-Louis. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Ça va et toi? Voilà, donc je vous présente Jean-Louis Play. Bonjour. Baveux renommé. Hein. Monsieur Play père. Donc père de baveux aussi. Un baveux, c'est un souffleur de sarbacane. Curieusement, personne ne sait d'où vient ce jeu d'adresse. Certains prétendent qu'il aurait été importé par de grands explorateurs. Mais ici, on pense plutôt que ce sont des armuriers locaux qui l'auraient inventé pour se distraire dans les manufactures. Celle-ci, par exemple, dont on a encore la marque, il y a encore la gravure du fabricant ici, Doron Jourjon, qui étaient des canonniers, des maîtres canonniers au XVIIIe siècle sur Saint-Étienne. Au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les canons de fusil, ils avaient à peu près cette longueur-là. Hein. Donc il y avait le matériel, il y avait le savoir-faire pour faire ce genre d'activité. Ça c'est donc les petits traits qui sont fabriqués très souvent par les tireurs eux-mêmes, par les chevaliers, parce que... La pointe est fabriquée par des tourneurs. Oui. C'est fait par des artisans, ça. Parce que la partie métallique, ici, est calibrée au diamètre du canon, au calibre du canon. Pour avoir une précision dans le coup de souffle, il faut quand même qu'on épouse le diamètre du canon, quoi. Le plus précisément possible pour que la dépression permette qu'il n'y ait pas de perte et que le trait, puisque ça s'appelle le trait, puisse partir le plus net possible et le plus droit. J'ai essayé, bon, ça fait 1 siècle et demi que je n'ai pas tiré, mais j'ai pas soufflé, pardon. L'air de rien, une sarbacane de cette taille pèse son poids et la cible positionnée à 8,15 m de distance est minuscule. Tout ça pour dire que c'est plutôt le genre de jeu qu'il vaut mieux pratiquer avant l'apéro. Ça ne demande pas beaucoup de souffle, ça demande une concentration, une précision, une régularité de souffle, parce que c'est la régularité du souffle qui permet de réguler la précision du tir. Si on souffle trop fort, eh bien on va aller plus haut, si on souffle moins fort, on va aller plus bas, donc il faut toujours avoir ça. Le surnom de baveux vient-il de la quantité de postillons que le joueur laisse à chaque fois dans sa sarbacane? Personne n'a voulu répondre à cette question pourtant essentielle. Alors si vous voulez vraiment avoir la réponse, à vous de jouer. À bientôt, bonne journée. Eh ben, mais non, c'est normal. Hein? Ça continue. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Jean-Luc aurait volontiers continué à défier son pote Jean-Louis à la sarbacane, mais ce soir il a du pain sur la planche, car notre Mister Gaga n'est pas seulement un artiste du patois, c'est aussi un cuisinier accompli qui a créé sa propre salle de resto-spectacle. On est dans une région où la convivialité me semble plus qu'importante, me semble cruciale. Donc on essaye en général de soigner l'accueil. Donc on a un petit lieu qui est dévolu à ça. Ce soir, par exemple, il veut apprendre à cuisiner un plat local à son copain Patrick, l'ancienne gloire du foot stéphanois. Alors mon petit, je vais te faire voir comment j'ai commencé un peu, mais tu vas m'aider. Avec plaisir. Du temps. Oui. Je vais t'apprendre comment on fait le patia. Oui. Alors le patia, C'est bien du Forêt, ça. ça vient du Forêt. Ouais. C'est des pommes de terre qui sont confites dans la crème. C'est de la crème et du beurre.
Donc c'est un repas de régime. C'est un repas de régime. Voilà. Quand même, là. Ah, tu mets... Ça, c'est l'ail. Un peu d'ail, oui. Un peu d'ail. Pour histoire de bien. Donc on met un petit peu de crème. Hop. Donc là, on met encore un petit peu de beurre pour que ça se répartisse bien. Le principe de ce plat consiste à confire les patates pendant une bonne vingtaine d'heures dans ce bouillon de gras pur. Exactement le genre de spécialité que Patrick a dû se contenter de manger des yeux pendant toute sa carrière de footballeur. D'autant que ce n'est pas fini. Il faut que ça cuise tout doucement. Je fais des petites fleurs de fourme avec un appareil qui est théoriquement censé servir pour la tête de moine. Hein. Mais moi, je m'en sers pour faire des fleurs de fourme comme ça, parce que là, j'ai fait du rachat. Hein, donc, c'est des côtes de porc vers l'échine, avec un morceau de fourme dessus. On va la faire fondre dessus tout doucement. En même temps. Un petit coup de gratin au four, et ça y est. Les copains de Jean-Luc, qui attendent dans la salle d'à côté, n'ont plus qu'à se régaler. Je suis une génération. Servira ici. Ça fait un billet. Vas-y, mais servez-vous. Voilà. Vas-y, commence à faire le service. Je me sers. Sers-toi. Voilà. J'ai pas de petit bout. C'est quoi Comme ça. C'est ça les chines de porc? Oui, voilà, ça c'est le rachat. Et chez Jean-Luc, chaque soirée se termine invariablement de la même façon. Oui, c'est la Monique que j'aime. Le Jean-Luc Gaga finit toujours par reprendre ses droits sur le Jean-Luc Cuisteau. J'en ai le babo, tellement que je l'aime. Oh, je vais être bon pour la guerre. Pour assurer le show, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à Terre Noire, pour les soublés, je fais tout pur. Mais j'y brogeais, naine dans le noir. Je suis pourtant finé par mon amour. Oui, là, Monique, tu m'iras.